Salut à tous, ravi de vous retrouver pour Filière Sport, une émission à suivre chaque mois, comme vous le savez, sur Sport en France. La thématique du jour, les nouveaux lieux de la pratique sportive dans notre pays. Au sommaire de notre émission, immersion dans le temple du foot à 5. Le Five s'est imposé comme un acteur majeur de ce nouveau mode de football qui rencontre un très large succès depuis 10 ans en France. Mais il n'y a pas que le foot dans la vie. L'escalade sera aussi à l'honneur avec de nouvelles salles urbaines qui permettent aux amateurs de grimpe de pratiquer pas loin de chez eux. Nous parlerons de fitness également, un succès qui ne cesse de s'amplifier. Plus de 15 millions de pratiquants en France. Retour sur ce phénomène qui ne cesse de grandir. Enfin, nous terminerons en parlant mobilité. Le vélo s'est révélé être un allié pendant ces périodes de grève. Nous découvrirons quels ont été les résultats en termes de retombées économiques pour le secteur. C'est donc parti pour cette première partie d'émission avec moi sur ce plateau. Joseph Viéville, cofondateur de l'entreprise Le Five, Rémi Moutardier, vice-président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, Frédéric Vallet, directeur général de On Air Fitness. C'est l'heure maintenant de Money Time. On commence avec du foot et plus précisément du foot à 5 avec Joseph Viéville. Bonjour Joseph, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors vous êtes le cofondateur de l'entreprise Le Five. On va parler du foot à 5 qui n'est plus un phénomène. Ça y est, ça fait une dizaine d'années que ça commence à être installé. Est-ce que vous pourriez me donner les principaux chiffres d'une société comme Le Five ? Oui, alors déjà on va parler de pratiquants. Aujourd'hui, on a entre 2,5 millions et 3 millions de passages par an. On a environ 800 000 clients uniques. Je dis bientôt 3 millions de passages puisqu'on ouvre 5 à 6 centres par an. Et du coup, le nombre de visites s'amplifie. Alors en termes de centres au global, vous en avez combien et où est-ce qu'ils sont situés ? Alors on a 40 centres situés partout en France. Dom-tom inclus. Ouais. Vous êtes où dans les dom-tom ? À La Réunion pour l'instant. On espère s'étendre, mais pour l'instant on a un centre ouvert à Saint-Louis, à La Réunion. On est assez fiers. Et le Five est né, le premier centre est né à Paris, enfin à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui on quadrille l'hexagone entre guillemets, même s'il y a quelques points sur lesquels on n'a pas encore eu la chance de nous développer. Mais donc vous avez une quarantaine de centres en France et dom-tom. C'est ça. Alors, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas bien votre univers, l'univers du foot à 5, nous sommes rendus dans l'un de vos centres. Il s'agit du centre de la Porte de Choisy à Paris. Nous y avons tourné un petit sujet. Regardez. Vous participez à toutes les activités. Nous, on fera en sorte qu'il y ait des activités qui puissent correspondre à tout le monde. On touche quand même un peu tout type de clientèle, des personnes qui viennent jouer entre amis, des personnes qui viennent jouer entre collègues, des jeunes, des moins jeunes. C'est-à-dire que vraiment on touche à peu près tout le monde de 8 à 65 ans. C'est assez convivial, on peut se retrouver entre potes, même ceux qui ne sont pas trop à l'aise en foot à 11 vont être plus à l'aise en futsal. Avec mon emploi du temps au boulot, c'est un peu compliqué, donc je peux pas lier les entraînements et les matchs, donc du coup on a arrêté. Maintenant foot à 5 avec les potes pour se divertir. Non seulement même on jouait pas, est-ce que toi tu regardais Non, le je foot, regardais tu penses même pas le foot, je m'y intéressais pas. Pas du tout. Et en fait c'était juste l'occasion aussi sur la pause déjeuner de se défouler quoi. Il y a des ligues féminines qui sont créées au Five, il y a des tournois féminins exclusifs, il y a aussi des tournois mixtes, donc on voit vraiment de plus en plus de femmes. D'ailleurs les centres sont équipés maintenant, chaque centre a son vestiaire féminin, parce qu'on s'adapte aussi à la demande de la clientèle et je pense que maintenant une femme qui veut venir jouer au Five peut venir tranquillement en étant à l'aise, autant qu'un homme ou qu'un enfant ou que n'importe qui vient jouer au Five. Joseph Viéville, qu'est-ce qui explique le succès du foot à 5 et donc du Five ? C'est la disponibilité des terrains déjà, puisque en gros le foot aujourd'hui, jusqu'à présent, on le pratique en club avec des horaires d'entraînement, des entraînements, une cadence d'entraînement et des contraintes. Et à un moment donné, on arrête parce qu'on ne peut pas pallier à toutes ces contraintes, on a du mal. Et du coup, on ne joue plus au foot. Et donc, au départ, la recette, c'est de mettre à disposition des terrains.
Et du coup, on a eu un retour de pas mal de personnes qui avaient lâché le football. Et en un coup de fil, on réserve un terrain et on vient avec ses amis. On a évidemment tout pour recevoir dans de bonnes conditions les pratiquants. Alors ça fait une dizaine d'années que le foot à 5 s'est créé, je ne me trompe pas? Un peu plus, mais on va dire que depuis 10 ans, on a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. Est-ce que c'est un marché que l'on peut qualifier de mature? Oui. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous allez chercher ce potentiel de croissance? On développe de plus en plus d'offres on a démarré en effet par la mise à disposition de terrain, donc en un coup de fil réserver un terrain et avoir un endroit pour venir jouer avec ses amis. Le développement des offres, ça passe par de l'événementiel, des tournois, des ligues, des compétitions, un ciblage de nos offres. Ça c'est à l'intérieur. Ça c'est à l'intérieur de votre entreprise. C'est-à-dire que vous diversifiez un petit peu votre activité pour créer de la valeur et donc créer pour s'adapter à tous les publics. Laurent parlait justement d'une tranche d'âge allant de 8 à 65 ans. Alors on peut même aller jusqu'à 5 ans aujourd'hui, puisqu'on a développé des académies, des baby académies entre guillemets, où on peut amener son enfant à partir de 4 ans, sur évidemment une académie très ludique, où on s'initie au football, au rudiment du football. Et à la fois on a des ligues seniors, on a aussi il y a une pratique qui s'appelle le walking football, qui est le foot en marchant, qu'on accueille de plus en plus au Five et qui s'adresse particulièrement à des personnes ayant plus de 60 ans. Donc voilà, on développe des offres qui s'adaptent à tout type de public. Alors ça, c'est pour votre stratégie de diversification. Mais par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que le Five, et peut-être que c'est déjà le cas, mais aille s'implanter à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne, ce qui serait vraiment un potentiel de croissance peut-être plus que la diversification? Alors j'ai assez peu parlé puisqu'on a aujourd'hui un centre ouvert, mais on a développé le Five aux États-Unis. Il y a un centre qui est établi à Sacramento. Ça marche bien? Ouais, ça démarre pas mal. Les Américains se mettent de plus en plus à jouer au soccer. Pour le coup, là, ça s'appelle soccer. Et il y a des... Il n'y avait pas plus près, non? Parce que les Anglais, ils aiment bien le foot, les Allemands aussi. Alors, les Italiens. les Anglais et les Anglais particulièrement, on va parler des Anglais, on va s'arrêter 2 secondes sur l'Angleterre. On peut considérer que c'est en Angleterre qu'est née la pratique du foot à 5. Et surtout le marché du foot à 5. Les Anglais, depuis une trentaine d'années, ont développé des lieux de pratique dites privées. Donc le marché est saturé, quoi. On va dire qu'il y a un peu moins de place que sur des pays émergents comme les États-Unis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait partie des orientations futures, peut-être. Joseph, on l'a vu dans le reportage, les filles sont de plus en plus présentes dans vos centres. Qu'en est-il réellement de l'essor du foot féminin chez vous, au Five? Alors, le reportage a tourné de belles images au Five de Paris. C'est vrai que Paris est en tête sur le développement du foot féminin, en tout cas dans le réseau. Le Five Paris 13 comporte 30% de filles. Donc 30% des réservations qui sont faites, c'est lié au football féminin? Ouais, des réservations. 30% des joueurs qui viennent sont des filles? Voilà, c'est ça, 30%. Alors, c'est une exception, puisque la moyenne est plutôt autour de 8. Je pense que 8%, on est un peu au-dessus de la moyenne nationale que communique la Fédération française. Je pense que nos installations pour démarrer et commencer à pratiquer le football sont assez attrayantes. Ouais, on est à l'intérieur, on a des vestiaires sympas, il fait bon. Vous avez déjà des vestiaires pour les filles? Et on a des vestiaires adaptés en tout cas réservés aux filles, ouais, en effet. Est-ce qu'il y a eu un effet avant-après Coupe du Monde? Est-ce que vous avez pu le voir? 30%, c'est les chiffres de l'année 2019, donc avec une progression assez importante en septembre. Sur l'année 2019, vous avez eu une progression? Oui, on a vu qu'en septembre, on avait donc on peut dire qu'il y a eu un petit effet Coupe du Monde. Après, on a aussi œuvré dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a mis en place tout au long, sur l'année qui précédait, les 12 mois qui précédaient la Coupe du Monde, avec la mairie de Paris notamment, avec nos partenaires, on a mis en place pas mal de compétitions et de tournois féminins et de tournois mixtes. C'est important, Laurent en parlait, c'est que le but, c'est de rendre cette pratique beaucoup plus mixte. Et au départ, il faut justement qu'on soit force de proposition pour organiser des tournois où est imposée
la mixité dans la répartition des équipes. Alors, il y a un autre secteur qui connaît un engouement assez spectaculaire depuis plusieurs années, c'est celui du fitness. Et pour m'accompagner sur ce plateau, Frédéric Vallée, vous êtes directeur général de On Air Fitness. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 15 millions de pratiquants réguliers, 6 millions d'inscrits dans les salles de sport. Comment est-ce qu'on explique cet engouement pour le fitness ? Écoutez, l'engouement pour le fitness s'explique d'une manière très simple. Déjà, le marché, en tous les cas français, est un marché qui est sous-représenté par rapport à tous nos confrères européens. Et l'arrivée d'un modèle économique qui était un modèle économique low cost il y a à peu près une dizaine d'années a permis finalement de démocratiser le fitness en faisant baisser les prix, donc du coup en augmentant le nombre de fréquentants dans les salles. Il y a une dizaine d'années, les salles étaient tenues essentiellement sur des produits qui étaient plutôt premium, assez chers. Et quand les clubs locaux se sont arrivés en diminuant les prix quasiment par deux, et bien forcément, les personnes qui n'avaient auparavant jamais franchi la porte d'un club dans mise en forme se sont dit pourquoi pas. C'est quoi le fitness ? Le fitness, c'est un état d'esprit, je dirais. C'est un état d'esprit qui est surtout orienté sur le bien-être, le fait de se sentir bien dans son corps et de pratiquer donc une activité physique régulière, comme je dis, c'est l'état d'esprit pour être bien. Et c'est quoi ? C'est parce que moi, quand on me dit fitness, je pense plus à quelque chose de féminin. Aujourd'hui, quelle est la place des hommes dans le fitness ? Alors la place des hommes dans le fitness est très importante selon les domaines d'activité. Il faut savoir que quand on parle de fitness, le mot fitness est un mot très large qui englobe plusieurs types d'activités, donc aussi bien des activités de musculation, de cardio-training, de cours collectifs, d'activités de boxe également. Donc aujourd'hui, de nombreuses activités viennent drainer, en tout cas, et attirent de plus en plus d'hommes justement dans les salles également, et se sectorisent selon les lieux qui sont prévus dans chacun des clubs. Alors il y a de plus en plus de salles qui se sont créées, on l'a dit, depuis plusieurs années, mais parmi ces salles, et vous le disiez au début, il y a beaucoup de salles low cost qui se sont créées. Qu'est-ce que vous pensez de ces salles low cost ? Est-ce qu'elles tirent le marché vers le haut ? Est-ce qu'elles tirent le marché vers le bas ? Quel est votre jugement là-dessus ? Écoutez, mon jugement est clair. Le marché du low cost, en tous les cas, est un marché qui a été une vraie opportunité pour le marché du fitness et pour le monde du fitness, puisqu'encore une fois, il a permis à beaucoup de personnes finalement de se mettre au fitness, de s'inscrire dans des clubs de mise en forme, des lieux auxquels ils ne pratiquaient pas auparavant. Et l'activité low cost, c'est une activité qui est essentiellement basée sur du libre service, et ça permet également de mettre le pied à l'étrier des personnes justement pour faire du sport, qui peut-être demain rechercheront d'autres types d'activités, parfois peut-être plus premium, avec plus de services, et donc qui permettront de bénéficier donc à l'ensemble du marché du fitness et donc à l'ensemble des clubs de mise en forme. C'est ce que vous proposez chez On Air Fitness. Quel est votre positionnement à vous ? Alors notre positionnement est simple. Nous sommes sur un modèle économique low cost, c'est-à-dire que nous avons un modèle qui est basé sur le libre service, donc la mise à disposition d'activités de complexes sportifs. Mais par contre, toute notre prestation est vraiment orientée sur le haut de gamme, c'est-à-dire que l'expérience client est tournée sur le haut de gamme, aussi bien en termes de matériel d'entraînement, en termes de décor, de design, de telle manière à offrir une véritable sensation finalement de produits très premium, mais dans un environnement libre service. Alors parlez-moi un peu de votre concept, sport, musique, design, qu'est-ce que ça veut dire ? Sport, musique, design, ce sont nos trois axes de développement pour créer justement des clubs à forte expérience. C'est très simple, nous sommes partis d'une page blanche au démarrage. Nous avons imaginé qui seraient les pratiquants de fitness de demain. Nous sommes partis du principe qu'il y avait une population de plus en plus émergente et de plus en plus assidue et de plus en plus attirée par la forme. C'était les millennials. Et les millennials ont des codes bien spécifiques et des codes bien précis. Et notamment, ils ont envie de vivre des expériences fortes. Et donc, dans l'expérience, nous avons travaillé sur ces trois axes. Le sport, puisque nous sommes vraiment des clubs qui proposons des activités sportives très larges, aussi bien à des gens déjà sportifs qu'à des gens justement en quête de sport. Et donc là, l'objectif, c'est de leur offrir le maximum et le meilleur de l'entraînement.
La musique, c'est très simple. Aujourd'hui, la musique, notamment chez les millennials, est un événement qui est très important. Donc, dans nos clubs, tout est équipé comme des clubs finalement branchés, avec des sonorisations très poussées, des playlists établies par des DJ, de telle manière à vraiment créer une communauté également autour de la musique. Et le design, je dis toujours, notre objectif, c'est d'avoir des clubs qui soient instagrammables. Les millennials ne voient que par la mise en situation de leurs activités. Notre objectif était de préparer et de proposer des clubs qui leur permettent de se mettre en valeur, en avant et en scène. Alors votre réseau de salles, il est situé principalement en Île-de-France, mais pas à Paris, hein. Vous êtes en périphérie parisienne, oui. Mais vous avez aussi des centres à Montpellier, à Annecy, à Béziers. Votre ambition, c'est quoi? C'est de devenir un réseau national? Alors notre ambition est effectivement de devenir un réseau national. Nous avons des clubs aussi bien en succursales qui se trouvent effectivement plus sur la région parisienne et des clubs également franchisés qui se trouvent en province, notamment effectivement Annecy, Béziers et Montpellier d'ailleurs qui ouvrent dans quelques jours. Et notre objectif, c'est d'atteindre un rythme de croissance d'à peu près une quinzaine de clubs en ouverture par an sur tout le niveau national. Et ce sont déjà les ouvertures qui sont programmées donc, pour l'année 2020. Ça fait combien de temps que vous existez ? Alors, dans le fitness depuis maintenant une vingtaine d'années et l'enseigne On Air, nous l'avons créée en 2017 et nous l'avons lancée en concept de franchise donc en janvier 2019. Donc, il y a maintenant tout juste un an. Alors, le fitness en France, c'est un petit peu moins développé qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni. Il est un petit peu plus développé qu'en Espagne ou en Italie. Moi, si je prends la lecture comme ça, c'est en gros, plus on est au nord, plus c'est développé, plus on est au sud, moins c'est développé. Donc, est-ce que le fitness, c'est pas avant tout un phénomène culturel ? Alors bien sûr, le fitness au sens sportif est effectivement un phénomène culturel. C'est vrai qu'on retrouve, il est plus simple, on va dire, de faire des activités sportives indoor quand le temps ne permet pas de le faire à l'extérieur. Donc il y a certainement un lien entre les différentes zones géographiques en Europe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un état d'esprit également qui peut être différent devant certains pays. La France aujourd'hui a une véritable opportunité de croissance et de développement, puisqu'effectivement, comme vous le dites, on est sous-développé par rapport à de nombreux pays, et notamment comme l'Allemagne, qui sont nos plus proches voisins et qui sont de fervents clients et assidus consommateurs du monde du fitness. Merci Frédéric. On va parler d'escalade maintenant. Il ne faut pas forcément habiter à côté de la montagne pour aller pratiquer l'escalade. De nombreuses salles voient le jour dans les villes de France. Et Rémi Moutardier est avec nous sur ce plateau. Rémi, vous êtes vice-président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Comment se positionne votre fédération vis-à-vis de ces nouvelles structures urbaines? Est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative du développement des salles qui émergent en ville? Alors si on fait un peu d'histoire, si on cherchait loin, on trouverait effectivement que les premières salles d'escalade, d'ailleurs, je pense que la première, elle a existé en Angleterre, et en France, on trouverait que ce sont des initiatives plutôt de particuliers ou de clubs, de gens qui grimpaient en forêt de Fontainebleau et qui voulaient s'entraîner dans la semaine ou qui voulaient continuer à grimper quand il pleuvait. Et donc c'est comme ça que l'escalade indoor est née. Alors c'est une pratique effectivement qui se développe fortement, au regard de laquelle la fédération ne peut pas rester insensible. Comme vous l'avez dit, c'est l'escalade loin des sites traditionnels de pratique, c'est de l'escalade par tous les temps, et c'est de l'escalade à côté de chez soi. Donc c'est un vecteur absolument exceptionnel de développement de la pratique, et la fédération forcément elle s'y intéresse. Alors non seulement elle s'y intéresse, mais elle est aussi bien sûr pour moi, le principal acteur de ce développement de l'escalade indoor. Mais est-ce qu'elle investit? Est-ce qu'elle met de l'argent dans des salles? Est-ce que vous avez des salles en propre? Alors, on a une salle en propre. Une seule? Une seule pour l'instant. On a 2 grands projets structurants en région parisienne qui, j'espère, verront le jour avant avant les Jeux Olympiques parisiens. Mais le plus important, ce sont les plusieurs centaines d'équipements fédéraux qui sont dans les régions, qui ont été conçus de l'initiative de collectivités territoriales et de clubs dynamiques, et sur lesquels grimpent nos licenciés. Comment est-ce que vous tirez profit des gens qui viennent grimper dans ces salles finalement ? Alors, c'est 2 motivations différentes. Dans les salles privées, il y a la pratique autonome. Dans les salles fédérales, il y a des gens qui sont sensibles aux problèmes de sécurité, des gens qui cherchent un encadrement, qui cherchent à progresser,
Il y a beaucoup de gens dans les salles privées qui plafonnent à un moment et qui se découragent parce qu'il n'y a personne pour leur apprendre. Et puis, il y a les gens qui sont intéressés par le parcours sportif et qui cherchent à faire de la compétition. Et ça, c'est l'apanage de la fédération. Est-ce que ça représente pour vous un vivier de licenciés potentiels? C'est ça ma question. Alors oui, surtout dans la mesure où on essaye de nouer des partenariats avec ces salles privées. En affiliant ces établissements qui sont eux à but lucratif alors que nos clubs eux ne sont pas à but lucratif et dans ces accords eh bien, ces établissements affiliés peuvent distribuer des licences et on trouve finalement un intérêt commun à travailler ensemble en les aidant à organiser des compétitions ou bien en faisant la promotion respective de nos activités. Je vais juste faire un parallèle assez rapide. Joseph, la Fédération française de football, elle a complètement raté le virage du foot à 5, non? Non, en réalité, ça va rejoindre les propos de M. Boutardier. C'est un cercle vertueux. On a remis énormément de personnes au football et la Fédé a y gagné. Pas forcément par l'acquisition de nouvelles licences, mais à un moment donné, on va éventuellement en avoir un peu marre du foot à 5 et retourner dans le foot plus traditionnel, repartir sur un club. Et inversement, il va y avoir énormément de vases communicants. En fait, on dynamise la pratique. Et la Fédé, elle, en récupère les bienfaits, puisque je pense que redonner le goût du football à tout un tas de personnes qui avaient aussi qui ont pu l'avoir un peu perdu, notamment il y a 10 ans, sans revenir sur des événements. Vous faites référence à Nice Na? Ouais, enfin je sais pas, il y a eu une baisse de licenciés à un moment donné autour de Nice Na, je pense que, je sais pas les chiffres, mais on l'a reconnu. Aujourd'hui, la Fédération française de foot est plutôt en hausse de licenciés qu'en baisse, alors que le nombre de pratiquants de foot à 5 est en forte croissance. Donc c'est un cercle vertueux, ça sert les intérêts du football de manière générale, et la Fédé est aujourd'hui partenaire du Five comme de l'ensemble des centres de foot à 5, enfin de la plupart en tout cas, sous une forme de label. On a des ponts qui existent, mais louper le train, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit le sujet. Le foot à 11 le foot se porte bien de manière générale en France, et c'est ça l'enjeu. Alors on revient sur l'escalade. Quel est le profil des personnes qui viennent grimper dans des salles urbaines? Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà fait de l'escalade à la montagne Non, ou jamais? C'est pas celui que je connais le mieux. Celui que je connais le mieux, c'est c'est le profil des gens qui fréquentent les clubs fédéraux. Dans les salles, dans les réseaux de salles privées, on trouve beaucoup de jeunes. Donc je trouve qu'il y a ils puissent beaucoup dans le milieu estudiantin. Alors que nous, au contraire, on est plutôt sur les jeunes, moins de 18 ans. Les tout petits. Mais qui ne sont jamais allés à la montagne finalement. C'est une activité comme une autre qu'on découvre, et peut-être que ces gens-là ne feront jamais d'escalade à la montagne d'ailleurs. Peut-être, mais il y a fort à parier que ceux qui grimpent sur la résine, ils finiront par aller grimper sur le rocher quand même. D'accord, c'est ce que vous observez? Ça serait logique qu'on cherche déjà à prendre l'air plutôt que de rester dans des atmosphères un peu confinées, qu'on cherche à apprécier le grain du rocher, qu'on cherche à résoudre des énigmes différentes, parce que grimper une voie ou grimper un bloc, c'est résoudre une énigme, et puis se créer des nouveaux challenges avec des gestuels différents, parce que la gestuelle et la préhension des prises est extrêmement différente quand on est à l'extérieur que quand on est en salle. Alors l'escalade a fait son entrée aux Jeux Olympiques, c'est nouveau, enfin elle fera son entrée aux Jeux Olympiques aux Jeux Olympiques de Tokyo. Qu'est-ce que vous attendez de cette entrée? Une plus grande notoriété. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. L'escalade en tant que compétition ou l'escalade en tant que pratique sportive en milieu urbain ou en milieu naturel. On va leur montrer des très beaux athlètes en train de réaliser des performances exceptionnelles. Normalement, ça doit booster la pratique. Les salles de fitness, le foot à 5, l'escalade, les salles de paddle qui feront l'objet d'une prochaine émission. Tous ces exemples ne sont-ils pas avant tout l'illustration d'un changement de modèle? Avant, le sport, on était dans une fédération, c'était un petit peu institutionnel. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'assiste pas à un changement de modèle? C'est possible, mais ce n'est pas un problème. Les différentes pratiques existent pour différentes motivations, et tout ça cohabite très très bien et finalement assure la promotion de l'autre. Donc je ne vois pas ça comme une difficulté.
Merci messieurs en tout cas d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve pour la seconde partie et on va parler mobilité. Deuxième partie de notre émission, notre rubrique Contre la montre. Certains d'entre vous se sont sûrement sentis une âme de sportif pendant ces grèves, tant il était difficile de se rendre à son domicile ou à son travail. Le vélo a fait son grand retour comme solution miracle pour ceux qui ne pouvaient pas prendre les transports ou leur voiture. Et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Olivier Lasserre. Jean-Olivier est directeur du magasin Culture Vélo dans le 12e arrondissement de Paris et lui a vu les effets des grèves sur son commerce de vélo. Bonjour Jean-Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour. Quel bilan est-ce que vous tirez de ce mouvement de grève sur votre activité? Alors, en bilan chiffré depuis le mois d'octobre, on constate une augmentation du chiffre d'affaires. Sur le réseau Culture Vélo de plus 40% et sur le magasin parisien dans le 12e de plus 60%. Chiffre d'affaires découpé entre accessoires, vente de vélos et prestations ateliers. Et alors, quel est le client type? C'est des gens qui n'ont jamais fait de vélo et qui se sont dit j'en peux plus du métro, j'en peux plus de ces grèves et je vais me mettre au vélo, ou ce sont déjà des habitués qui ont ressorti un vieux vélo qu'il faut faire réparer? Qui sont ces gens, enfin à Paris? Alors en réalité, il n'y a pas de profil type, c'est surtout avec le contexte de la grève. C'est tout le monde, c'est monsieur, madame tout le monde qui souhaite se rendre à son travail par le biais du vélo. Donc effectivement, il y a des gens qui investissent dans des nouveaux vélos, de nouvelles machines, mais aussi une catégorie de clients qui ressortent les vélos des caves ou des vieux vélos, qui viennent les faire réparer pour se rendre au travail. Alors vous, l'hiver en général, c'est une période qui est creuse. Et là, du coup... Ah bah là, on a multiplié par 10, par exemple, les demandes d'ateliers en décembre-janvier, ce qui est du jamais vu normalement à cette période. Le pic de la saisonnalité en vélo, c'est plutôt avril, mai, juin. Pensez-vous que les grèves vont transformer les habitudes des Français, à savoir qu'ils vont délaisser des transports comme le métro ou la voiture pour se mettre au vélo, ou c'était juste pendant les grèves et ça restera qu'un phénomène? En tous les cas, on l'espère. Pour le marché du vélo, les utilisateurs qui ont investi dans de beaux vélos ou des vélos électriques vont a priori les conserver après les grèves. Et donc, ils ont pris le pas de se rendre au travail en vélo. Donc, il y a de grandes chances qu'ils continuent d'utiliser leur vélo, surtout pendant les beaux jours, avril, mai, juin. Alors, cette tendance vélo, elle ne date pas des grèves, finalement. Comment est-ce que vous expliquez, vous, que le vélo soit de plus en plus prisé, de plus en plus tendance? Il y a trois principales raisons. La première, c'est qu'en vélo, quel que soit le vélo, qu'il soit électrique ou musculaire, on gagne du temps pour aller à son lieu de travail. La deuxième, c'est que c'est très très bon pour la santé de faire du vélo. Et la troisième, c'est que ça évite de polluer les villes. Donc on afflue dans ce mouvement de plus en plus. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans vos magasins? Parce qu'on parle beaucoup du VAE, vélo à assistance électrique. Si vous deviez faire une ventilation de vos ventes, qu'est-ce que vous vendez le plus? Alors, on vend, dans notre magasin de Culture Vélo dans le 12e, on vend 60% de vélos et 40% d'accessoires et d'ateliers. À l'intérieur de ces 60% de vélos, on fait entre 20 et 30% de vélos assistance électrique. Donc, ce n'est pas 100% de vélos, il y a vraiment une découpe assez significative. À quoi va ressembler le vélo de demain? Vous qui voyez les évolutions depuis des années, on est passé du vélo traditionnel à des vélos de plus en plus légers, à des vélos électriques. À votre avis, quel va être le vélo de demain? La tendance, c'est les vélos connectés au smartphone, où on peut contrôler les kilomètres, les entretiens, électrifiés évidemment, avec des capacités de batterie de plus en plus fortes et des tailles de batterie de plus en plus réduites. Aujourd'hui, un vélo électrique ne ressemble pas vraiment à un vélo électrique d'il y a 5 ans, et on n'est qu'au début. Par rapport à tout ce qui se vend en vélo électrique en Europe, on n'est qu'au début. Le client type chez vous, il est plutôt jeune, plutôt âgé? Même réponse qu'à la première question, il n'y a pas de client type en vélo. Là, le phénomène des grèves, on a constaté que c'était surtout les salariés qui voulaient se rendre sur leur lieu de travail. Mais il n'y a pas de client type. Tout le monde aujourd'hui, que ce soit les jeunes avec des vélos enfants ou même les retraités, achètent du vélo. Donc c'est un produit de consommation.
Merci Jean-Olivier d'avoir accepté notre invitation. Longue vie à Culture Vélo et au vélo tout simplement. On espère que ce ne sera pas qu'un simple phénomène mais qu'il va durer sur le long terme évidemment puisque ça permet de ne pas polluer et de s'entretenir. Nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Filière Sport. Très bonne journée à tous et restez bien sur Sport en France.